Bonsoir, il est 19h, l'heure de votre journal. Bienvenue. À 19h30, Catherine Matoche reviendra sur l'ouverture demain à Bruxelles du procès de Salah Abdeslam, seul membre présumé encore en vie des commandos des attaques du 13 novembre 2015 à Paris. Mais tout de suite, votre édition régionale, le nouvel hommage de Poitiers à Marina Fuso, l'éducatrice spécialisée assassinée sur son lieu de travail en octobre dernier. Elle aurait eu 40 ans cette semaine. Sa famille et ses proches ont organisé cet après-midi une marche silencieuse à sa mémoire. Toute l'actualité sportive et le pari réussi d'Olivier Pain, réaliser le Dakar à moto sans assistance. Une aventure éprouvante mais solidaire, le 2 Sévrien est l'invité de Marie-Ange Christofari dans le journal des sports ce soir. Et il est venu avec le trophée des guerriers du Dakar. France 3 en pleine métamorphose, c'est notre tout dernier journal dans ce décor provisoire. Au cœur de la rédaction, dès demain midi, vous retrouverez vos éditions d'information depuis le plateau tout neuf. Visite guidée en fin de journal. Une marche silencieuse, tout en émotion, en hommage à Marina Fuso. La famille et les proches de l'éducatrice spécialisée assassinée sur son lieu de travail à Poitiers en octobre dernier se sont rassemblés cet après-midi devant l'hôtel de ville. Marie-Noël Missud et Stéphane Hamon. La pluie, le froid ne les atteignent pas. Ils sont là pour une cause, un prénom, Marina. Cette éducatrice spécialisée tuée le 28 octobre dernier par une résidente du foyer où elle travaillait. Dans le cortège, famille, amis, collègues marchent côte à côte. Marina était ma meilleure amie, une collègue aussi, et que du coup c'est compliqué pour tout le monde sur le terrain et qu'il faut pouvoir faire quelque chose pour que ça ne reste pas dans l'oubli. Marina est morte dans des conditions insoutenable et qu'il est absolument anormal que la justice ne soit pas rendue. Quelques mètres plus loin, le cortège s'arrête devant le foyer Cécile et Marianne. Les parents de Marina, très émus, prennent la parole. On ne va pas au travail la boule au ventre pour subir des menaces, se faire agresser, voire malheureusement plus. Assassiné. Depuis le drame, le lieu est resté fermé. Les 8 salariés sont toujours en arrêt maladie ou au chômage technique. Les anciennes collègues de Marina s'expriment du bout des lèvres. Pour l'instant, on se reconstruit et on voit ce qui va être possible parce que le choc a été très dur. Les ex-employeurs de la victime sont là aussi, représentés par son vice-président. On veut les soutenir, on veut être avec eux, on veut montrer qu'on participe à leur peine, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui s'est passé. Une première expertise psychiatrique a conclu à l'abolition du discernement au moment des faits concernant l'auteur présumé. La famille a demandé une contre-expertise. On ira jusqu'au bout s'il faut. C'est pas... Non, mais par votre présence. Non, de toute façon, on va se battre. En attendant une issue judiciaire, les parents de Marina Fuso envisagent d'autres marches pour alerter sur ces métiers difficiles. Les chasseurs remontés contre l'interdiction de chasser les oies cendrées. Elle est entrée en vigueur le 31 janvier dernier. Hier, plusieurs centaines d'entre eux ont manifesté à Rochefort. Sur le terrain, les forces de l'ordre sont amenées à vérifier que cette interdiction est bien respectée. Récit Patricia Perrin. Aucune indulgence sur le terrain dès les premiers jours d'interdiction. Les gendarmes et la police de l'environnement sont positionnés aux endroits stratégiques et verbalisent si besoin sur toute la façade atlantique. Ah bon, la chasse à l'oie est fermée. Aujourd'hui ou elle est fermée? À partir d'aujourd'hui. Faut que je dise à mon petit-fils ce soir. Parce que j'ai un petit-fils qui chasse, qui va à la tôle. La différence effectivement avec les autres années, c'est que parfois on avait soit une tolérance à des dérogations. Là cette année non, on n'a pas de dérogation. Il s'agit d'éviter les braconnages. Sur le littoral, cette interdiction de chasser l'oie dès le mois de février passe mal, d'autant que ce palmipède est considéré comme envahissant et nuisible dans certains pays d'Europe du Nord, comme en Hollande. Pour éviter que les oies ne s'attaquent aux cultures, elles seraient parfois gazées, selon les chasseurs. Il se gaze plus de 130 000 oies. Les prélèvements ici, dans Nouvelle-Aquitaine, ne sont pas énormes, ni même en France. On demande à pratiquer notre activité avec une espèce qui se porte très bien, qui se développe d'année en année, qui cause des dégâts, qui coûte de l'argent à la communauté européenne. Et nous, on pense que les chasser, c'est mieux que les gazer. La Ligue de protection des oiseaux rappelle que cette directive intervient pour protéger la reproduction de toutes les espèces d'oies qui débutent dès le mois de février. Chasser malgré l'interdiction pourra coûter jusqu'à 1 500 € d'amende.
Le sauvetage est aussi une discipline sportive. Un meeting national se déroulait tout le week-end sous la bulle de la piscine de la Ganterie à Poitiers. Les nageurs devaient remorquer un mannequin vers le bord du bassin le plus rapidement possible. La manifestation est une des dernières occasions de se qualifier pour les prochains championnats de France. Et d'après l'un des organisateurs, Nicolas Gimblé, les concurrents ont répondu présents. On l'écoute. Hier, on en avait une quarantaine qui venaient de la région Poitou-Charentes principalement. Et là, on est sur 140 sauveteurs qui viennent de Paris, de d'Angers, de Tours. Le plus difficile dans une épreuve de sauvetage, c'est la logistique. Et là, grâce à tous les bénévoles, qu'ils soient plongeurs, étudiants et ceux de l'association, ça permet d'avoir une organisation qui roule très très bien. À suivre, le journal des sports présenté ce soir par Marie-Ange Kessofari. Au sommaire de ce journal des sports, la déception des volleyeuses poitevines. Battues hier soir 3-7-0 par Bordeaux-Mérignac, les filles du CEP ne joueront pas les playoffs, mais les playdowns, avec un nouvel objectif à assurer le maintien en division élite. Le retour d'Olivier Pin sur les pistes du Dakar, dernier Français à être monté sur un podium de l'épreuve, c'était en 2014. Le motard de Sévrien a roulé dans la catégorie sans assistance, une aventure bien différente qu'il nous raconte tout à l'heure. Enfin, monter des marches, c'est un geste quotidien. Ces coureurs poitevins en ont fait un défi entre copains, un challenge très musculaire. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal des sports et nous commençons par ce coup dur pour Kevin Gourdon. Hier, lors du tournoi des 6 Nations, le 3e ligne Rochelet a été victime d'une entorse de la cheville avec lésion. Suite au match des Bleus contre l'Irlande, il serait indisponible pour au moins 3 semaines pour le match contre l'Écosse et donc dans les rangs maritimes, il ne sera pas du déplacement contre le Racing 92 et peut-être pas non plus de la réception de Toulon. Nos coureurs cyclistes ont bien figuré à l'Étoile de Bessèges. C'est la première course à étape de la saison. Et pour son retour chez les pros, le Charentais Johan Payot s'est classé 2e du contre-la-montre disputé ce dimanche. Il est 3e au général. Et juste derrière lui, à 1 seconde, nous retrouvons Sylvain Chavanel. Le Châtel-Rodet termine 3e du contre-la-montre et 4e au général. En volet, c'en est fini de l'objectif de saison des filles du CEP. La qualification en play-off leur échappe. Les poitevines disputeront finalement les playdowns. La faute à une saison irrégulière et à une dernière défaite 3-7-0 face à Bordeaux. Retour sur ce match avec Nicolas El-Andalousi et Stéphane Hamon. Au coup d'envoi du match, la donne est simple. Une victoire 3-1 ou 3-0 et Poitiers-Saint-Benoît en bleu et jaune peut aller en play-off. Les filles du CEP s'appliquent et rentrent bien dans leur match. Elles vont compter jusqu'à 4 points d'avance dans ce premier set. Avant de se faire renverser par des Bordelaises qui jouent elles aussi leur qualification en play-off. Première manche, Bordeaux, 25-21. On a fait quelques erreurs qui nous coûtent forcément le premier set et pourtant on est bien, on joue et après ça joue sur des détails, c'est le volleyball, c'est comme ça. Des détails qui vont coûter très cher au CEP. Dans la deuxième manche, les jaunes et bleus sont assommés par la puissance girondine, mais font tout ce qu'elles peuvent pour résister. Sans succès, même les réceptions au pied ne suffisent pas. Bordeaux empoche le deuxième set 25-23. L'objectif play-off s'envole définitivement pour Poitiers. Ce qu'on voulait montrer aussi, c'est que c'est pas parce qu'on a un petit budget qu'on ne peut pas avoir des ambitions. Et donc voilà, on a essayé de faire montrer ça. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'y est pas arrivé. Voilà. Un échec que les filles de Guillaume Condamin ont du mal à digérer. Le CEP laisse filer la troisième manche 25-17 et s'incline 3-7-0. Direction les playdowns où les poitevines démarreront avec 15 points. Un matelas confortable dans l'optique du maintien. On va être assez confiante. Après, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a quand même 4 descentes. Donc il va falloir quand même faire attention et pas non plus se dire bon, mais c'est bon, on a pas mal de points. Donc je pense qu'il va quand même falloir continuer à bien travailler. Bien travailler et être prête pour la première journée des playdowns face à Toulon le 24 février. Même discipline, le portrait de ce dimanche est consacré à Baptiste Geller. Le réceptionneur attaquant du Stade Poitvin Volley Beach est devenu rapidement un homme clé de l'effectif. Au lendemain de la défaite en championnat face à Rennes et à 2 jours d'une demi-finale de Coupe de France face à Tourcoing, Freddy Vetto et Thomas Chapuzot nous emmènent à sa rencontre. Le montage est d'Armel Garot. En puissance ou en finesse, main droite, main gauche, il possède toute la palette technique du joueur de volley-ball.
Le volley, Baptiste Geller y baigne depuis sa plus tendre enfance. Ses parents et son frère aîné ont porté le maillot tricolore. Lui a suivi leurs traces, des minimes à l'équipe de France. 11 ans après ses débuts professionnels à Montpellier, il affiche toujours autant de passion pour l'art de l'attaque et de la réception. Quand on trouve un collectif comme on a à Poitiers, où on est tous vraiment, on s'entend tous très bien, on est proches les uns des autres, c'est un régal de jouer, quoi. Et moi, c'est ça que j'aime dans ce sport, c'est pouvoir partager avec les joueurs, avec le coach aussi, avec les supporters à Poitiers aussi. Moi, je suis toujours en train de des fois peut-être un peu trop de rigoler, de sourire sur le terrain pendant que je joue. C'est vrai que ça peut des fois agacer l'entraîneur, même des fois les adversaires ou les coéquipiers. Mais je suis un joueur qui est comme ça. J'ai toujours la banane. Sinon, si je m'amuse pas, après, à quoi bon faire ce sport, quoi. Donc les 4 premières minutes. Priorité du recrutement de Brice Donat à l'intersaison, Baptiste Geller est la pierre angulaire du collectif Poitevin. Les deux hommes se sont connus à 7. C'était en 2012-2013. Cette année-là, Baptiste Geller obtient le titre de meilleur réceptionneur attaquant du championnat. Depuis 3 ans, l'entraîneur Poitevin essayait de l'attirer. Sa grosse plus-value par rapport à beaucoup de réceptionneurs attaquants, c'est qu'il est capable de faire la différence au service, dans les moments clés. Et puis, il sort aussi toujours la bonne défense ou les bonnes défenses au bon moment. Donc c'est vraiment là où il est vraiment très différent des autres joueurs. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans son jeu et c'est pour ça que j'ai construit autour de lui. Après une dernière saison en Italie et 3 en Allemagne, ponctuée par un titre de champion et 2 coupes, Baptiste Geller et sa femme éprouvaient le besoin de rentrer en France. Ils ont trouvé en périphérie de Poitiers le cadre idéal pour allier projet sportif et épanouissement familial. On a la chance d'être à Mignaloux, d'habiter à Mignaloux, donc c'est une toute petite ville où on se sent super bien. Il y a l'école à 5 minutes à pied derrière la maison. Il y a tout ce qu'on veut pour la petite, pour faire du sport. Pas trop loin non plus. Pour moi, c'est pareil. Je revis. Vraiment, je revis. Un bien-être familial qui n'exclut pas un départ en fin de championnat. S'il a signé pour une saison avec une option pour une année supplémentaire, le réceptionneur attaquant de 30 ans étudiera les éventuelles propositions, même à l'étranger. Tout à l'heure ? Tout à l'heure. Le championnat, vu qu'il a beaucoup évolué vers le haut, tous les regards sont dessus aussi, comme d'autres championnats. Et oui, ça peut servir de tremplin, bien sûr. En plus, on est dans un grand club qui a des ambitions. Donc si on arrive à faire une belle performance collective et si moi aussi j'arrive à amener quelque chose en plus aussi, on peut se faire voir. Et pourquoi pas après, on verra ce qui se passera, quoi. D'ici là, le deuxième meilleur réceptionneur attaquant du championnat selon les statistiques espère remporter avec Poitiers son premier titre en France. Et pourquoi pas retrouver le maillot tricolore porté la dernière fois lors des Jeux européens de 2015. En football, la spirale des défaites et des nuls a pris fin pour les Chamois niortais vendredi. Les Chamois n'avaient plus gagné depuis fin novembre. Sur la pelouse du Paris FC, David Gigla a marqué l'unique but de la rencontre sur coup franc. Les deux Sévriens remontent à la 14e place de Ligue 2. Même discipline, les filles de Soyons-Angoulême se sont inclinées 1-0 sur la pelouse de Fleury. Les Charentaises sont 6e de D1. En handball, les Saintais ont été battus par Angers, premier de National 1, 35-25. Ils joueront dans la poule des Playdowns. Et ce dimanche, notre invité, c'est le motard de Sévrien, Olivier Pain. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 11 Dakar au compteur, mais cette édition 2018, c'était pour vous un peu une première, une nouvelle aventure, puisque vous étiez sans écurie, c'est-à-dire sans assistance. Pourquoi ce choix ? Après 10 années, j'ai fait un break en 2017. J'avais besoin de repos, la famille aidant, le travail aussi. Donc voilà, passer un petit peu à autre chose. Et j'avais envie de revenir en voyant le nouveau tracé, avec le départ du Pérou, les belles dunes. Et comme c'était la 40e édition aussi, j'avais envie de fêter ça. Et je me suis dit, quel challenge je peux me fixer après un podium, puis avoir fait aussi mon rêve de premier Dakar. Et je trouvais que ça collait bien et ça s'était jamais fait qu'un pilote élite revienne, on va dire, en arrière. Et puis essayer de remettre un peu d'image aussi sur cette catégorie-là et de remettre un peu d'image à l'intérieur du bivouac. Donc Paris gagné et c'est l'essentiel. En arrière, avec un beau retour, avec un trophée quand même. Ouais, vous étiez fixé un objectif ? Non, pas vraiment. Je dirais un peu au scratch. J'avais repéré un petit peu l'ancien classement du premier sur les années précédentes. Ils étaient aux alentours de la 35e place. Je me suis dit, si j'arrive à intégrer le top 30, avec le niveau très homogène qu'il y a maintenant sur le Dakar,
c'est compliqué même de rentrer dans les 20 sans prendre trop de risques parce que le soir, il faut quand même faire sa mécanique. Donc faut gérer les journées comme elles viennent. Et puis là, remporter la victoire de la catégorie originale by Motul, c'était vraiment une cerise sur le gâteau, je dirais, parce que le vrai pari, c'était d'arriver au bout. Car c'est une course complètement différente. Hein. Ouais, c'est une charge de fatigue. Mais la deuxième semaine, j'ai dormi 3 heures en moyenne, la plus petite nuit 1h15. Donc non, on a abordé le rallye différemment. Je suis rentré dedans et au bout de 2 jours, j'ai compris qu'il fallait pas se mettre la tête par terre parce que déjà la mécanique, l'entretien général, et où j'étais assez pointilleux pour repartir toujours, pas me poser de questions. Je préférais être serein. Et donc je passais pas mal de temps. Il fallait pas en rajouter en prenant des risques inutiles. Quel est le prochain rendez-vous pour vous ? Je sais pas trop pour l'instant, ça va être prendre du plaisir en famille, retrouver le travail, ses marques, et puis ensuite je pense quelques petites sorties, on va dire course à pied ou vélo, peut-être run and bike avec des copains déjà, et puis la moto on verra sur des courses régionales, mais on verra. Merci Olivier Pain d'avoir répondu à notre invitation. À Poitiers, les athlètes ont tenté ce week-end au Krebs d'arracher ou de conserver leur place pour les prochains championnats de France en salle. Un enjeu pour les jeunes et les moins jeunes, Nicolas El Andalousi et Antoine Morel. Derrière son téléphone, Sybille Retour, coach et ancienne lanceuse, scrute le moindre geste de Tristan. Ah, mais tiens-le ce côté-là. On a dit on va plus vite, on n'a pas dit de bourriner. Pour ce jeune lanceur de poids en quête d'une place au championnat de France, chaque centimètre compte, car pour se qualifier, Tristan doit rester dans les 16 meilleurs de sa catégorie. Avec 13,12 m, il est pour l'instant 12e et bien parti pour aller aux France, avec un objectif, progresser. Ça peut apporter de l'expérience surtout. Vous voyez voir comment il lance, parce que par exemple le premier français, il a 1 an de moins que moi. Donc, ça veut dire qu'il est arrivé cette année et qu'il est à 15 mètres. Donc ça peut apporter de la technique visuelle. On peut tous apporter quelque chose au niveau de la tactique, quoi. L'expérience, Robert Marzac n'en manque pas. À 69 ans, il a remporté plus de 20 titres de champion de France vétéran de saut à la perche. Lui a déjà son ticket pour les championnats de France, mais a tenu à participer à ce meeting pour rester dans le rythme, même s'il compte bien remonter sur la plus haute marche du podium. Le problème chez les vétérans, c'est qu'il y a des jeunes qui arrivent tous les 5 ans. Donc il y a une nouvelle fournée de jeunes et il y en a un qui a fait nettement mieux que moi cette année. J'ai fait 2,60 m et lui il a fait 2,90 m. Mais bon, il faut les refaire sur le terrain. Normalement il n'y a pas de secret. Quand on est constant, on fait à peu près les mêmes performances. Robert tentera de reconquérir son titre de champion de France le week-end prochain à Nantes. Tristan, lui, devra patienter pour savoir s'il est qualifié pour les épreuves cadets à la fin du mois. Ne quittez pas les baskets, faites le plein de motivation. Nous vous emmenons à l'assaut des 217 marches de l'un des escaliers de Poitiers. Ce week-end, un groupe de coureurs a relancé l'idée d'une course nocturne. Mais regardez plutôt, les images sont d'Antoine Morel et Laurent Pelletier. 3, 2, 1, et go! Partant du dernier étage au rez-de-chaussée, le pas est très dansant. Et puis, la vue sur Poitiers de nuit ne suffit plus. Les 217 paliers s'additionnent en aller-retour. Le défi entre copains baisse de rythme petit à petit. On court le vendredi soir d'habitude, donc on s'est dit que ça serait une bonne idée. Objectif, plus de 50 000 marches à parcourir en 24 heures, soit 244 boucles en solitaire ou en relais. La bonne idée, elle est de lui, Clément Boineau. En habitué des ultra-trails, il organise ce challenge centré sur l'escalier des dunes. Qu'est-ce qui vous a pris de venir là? J'en sais rien. C'est Clément. Donc il m'a dit ouais, ça va être marrant, on va passer un bon moment entre copains. Je me suis dit oui, mais là j'en ai fait 6, je suis déjà en mal. Donc je sens que la soirée va être très longue. On s'entraîne tous ensemble, c'est sympa, c'est à côté de chez moi, voilà. C'est haut, c'est long, et il fait chaud, je pensais que j'allais avoir froid, mais j'ai chaud. Car ils ne sont pas dans un ascenseur. Eux, ils ont choisi l'escalier de service, plutôt. Alors, au fil des heures, le dernier étage semble s'éloigner et la taille des marches grandir. 244 allers-retours. Alors ça fait du chemin, quoi. Là, les gens, on en a fait... nous, à 8, on en a fait 19. Et puis on n'est pas rendu, quoi. Ça fait mal où? Au crâne, aux jambes, partout? Ah, partout un peu, ouais. Les muscles des jambes souffrent, ça tire dur jusque dans les fesses.
Alors le jour venu, les pannes pour courbatures ont eu raison des trous. Vous êtes combien là? On est 3 encore. 3. Là, ça fait 13 heures de course à peu près. Donc, pas dormi moi, je me suis arrêté 2 petites heures, mais il y en a qui n'ont pas dormi, ouais. Les 244 allers-retours ambitieusement annoncés ne seront pas atteints. Les 2 meilleurs se sont arrêtés au 151e étage. C'est déjà pas mal pour une première. C'était un peu le but de le faire la première année et puis que quelqu'un veuille s'en occuper, que ça perdure d'année en année et que ça se poursuive comme ça. Le défi est lancé, aucune raison de ne pas y répondre. L'escalier a une endurance à toute épreuve. Voilà pour cette page des sports. Merci beaucoup Marie-Ange. Et je vous le disais en titre, c'est notre dernier journal dans ce décor provisoire. Demain, vous retrouverez nos éditions sur un tout nouveau plateau. Visite guidée avec Patricia Perrin. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition régionale. En voici les titres. Nouveau plateau, nouvel habillage, France 3 fait peau neuve dès demain midi. L'ensemble des 25 studios de la chaîne a été modernisé, 15 écrans pour le décor, un graphisme épuré pour une information plus claire à votre service. Davantage de décryptage pour cette info régionale que vous plébiscitez au quotidien. L'info au national, en Nouvelle-Aquitaine ou en Poitou-Charentes, c'est l'ADN de France 3. On redonne un peu plus de clarté à notre habillage, c'est-à-dire plus de compréhension pour le téléspectateur, que ça soit en région et au national. Un an de réflexion et de travail ont été nécessaires pour vous offrir ces journaux nouvelle formule. On espère de tout cœur que vous apprécierez. Soyez ponctuels, nous serons à l'heure. Je vous retrouve demain pour le Midi Pile. Bonne soirée. Voilà, et avant de refermer ce journal, on jette un œil sur l'actualité à suivre de la semaine prochaine. Lundi, le guide Michelin dévoile ses nouvelles étoiles pour 2018. Ils sont 6 chefs étoilés actuellement en Poitou-Charentes. France 3 en profite pour vous emmener dans les coulisses de la nouvelle cuisine. Mardi, appel à la grève dans l'éducation nationale. Le mouvement contre la réforme du baccalauréat se poursuit. Les syndicats veulent amplifier la mobilisation. Et samedi sera jour de palmarès pour le festival Filmer le travail à Poitiers. Toute la semaine, des films en prise avec la réalité sociale contemporaine et une thématique autour des humains et des machines. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.